la maîtresse de mon mari a fait une annonce choquante en annonçant leur mariage lors de notre anniversaire de mariage. J'ai alors révélé que j'étais propriétaire de toute son entreprise. Le verre de cristal dans ma main trembla légèrement tandis qu'Antoine, mon mari, se levait dans la lueur de la salle illuminée par les lustres. Il ajusta sa cravate comme s'il s'apprêtait à entrer dans une réunion de direction, non pas un dîner célébrant 12 ans de mariage. Merci à tous nos amis et collègues d'être ici, dit-il clairement et avec assurance. Alexis et moi avons parcouru un long chemin ensemble. Je souriais, le genre de sourire qu'une épouse afficherait à ce moment précis. Mais à l'intérieur, quelque chose se fissura. Le regard d'Antoine glissa trop vite sur moi, comme une case à cocher. Et ce sourire, poli à la limite de la fausseté, était le même que celui qu'il utilisait pour ses clients importants. Je jetai un coup d'œil autour de la table de ce dîner chez l'Ambroisie, le restaurant le plus luxueux de Lyon, où un seul repas pouvait égaler le salaire mensuel d'un assistant senior. Les amis et partenaires commerciaux d'Antoine, toutes des figures clés dans l'expansion de son empire logistique à travers le centre-est, étaient présents. Et à 4 sièges de moi, se tenait Hélène Moreau, la nouvelle directrice marketing de son entreprise, vêtue d'une robe rouge éclatante. Trop jeune, trop sûre d'elle, trop familière avec les yeux d'Antoine. Je les avais surpris en train d'échanger des regards au moins 3 fois ce soir-là. Peut-être que personne d'autre ne l'avait remarqué, mais moi, oui. J'avais vécu assez longtemps pour reconnaître quand un homme cachait quelque chose. Nous avons partagé de nombreux souvenirs ensemble, continua Antoine, levant son verre. Mais ce soir, je veux partager quelque chose de spécial. Hélène se pencha subtilement en avant. Sous la table, elle fouilla dans son sac. Ma gorge se serra. Antoine prit une inspiration. Je sais que cela peut être une surprise, mais en fait... Laissez-moi le dire. Coupa Hélène, se levant, la voix claire et posée comme si elle était sur une scène de conférence TED. Le tintement des couverts s'arrêta brusquement. Antoine et moi allons nous marier, annonça-t-elle, brandissant une bague étincelante comme pour déclarer victoire devant une foule. La table se tut. Un invité en face de nous laissa tomber sa cuillère. Antoine ne parla pas. Il resta là, le menton levé, les yeux tendus pour paraître calme mais clairement tendus. Je posai mon verre doucement, sans faire de bruit. Chaque paire d'yeux dans la pièce était rivé sur moi, attendant une réaction. Des larmes? Une gifle? Des cris. Hélène continua de sourire, radieuse comme si elle venait de gagner un concours de beauté. Il mérite le vrai bonheur, dit-elle. Et moi, j'ai la chance d'être celle qui peut lui offrir ça. Je ne pleurais pas. Je me tins droite et fixai Antoine du regard, et je souriais. Pas froidement, pas avec le charme poli que j'avais utilisé pendant des années lors des dîners clients, mais le genre de sourire qui rendit Antoine visiblement nerveux pour le reste de la nuit. Il gigotait. Hélène me jeta un bref coup d'œil, déconcertée. Il pensait m'avoir humilié, vaincu devant tout le monde. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ce soir était la nuit où je ferais mon premier pas. Après la grande annonce d'Hélène, l'air de la pièce sembla aspirer. Pourtant, je restais simplement assise, les lèvres légèrement incurvées, les yeux fixés sur Antoine. Il tira sur sa cravate, balayant la pièce du regard comme s'il ne parvenait pas à comprendre ma réaction, ou plutôt l'absence de réaction. Pas de larmes, pas de rage, pas de supplication. Je pris mon verre et le tapotai légèrement. Félicitations, dis-je, ma voix égale et froide. Hélène hésita. Antoine inclina la tête, essayant de deviner mon prochain mouvement. 45 minutes plus tard, le dîner se termina. Antoine et Hélène partirent dans une voiture pré-réservée. Je ne les regardais pas partir. Je sortis, mais pas pour rentrer à la maison. Je me rendis au bureau. La tour Rivoli se dressait fièrement au centre-ville de Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine. Le 44e étage, siège officiel de Logistique Beaumont, était toujours éclairé. Mais Antoine ne savait pas que le 44e étage, non répertorié sur le répertoire des ascenseurs, était l'endroit où les vraies opérations avaient lieu. Mon empreinte digitale activa le lecteur de sécurité. Les portes s'ouvrirent, silencieuses et précises, comme toujours. Seules 2 personnes savaient que j'existais ici, Ruben, notre avocat de la famille depuis l'époque de mon père, et Nina, mon assistante personnelle depuis que j'avais obtenu mon MBA à l'INSEAD. Mon père, Richard Beaumont, n'était pas un sot. Lorsqu'il mourut subitement, à 24 ans, il ne me laissa pas une entreprise toute prête. Il me laissa le contrôle d'un réseau de fonds de capital investissement,
y compris la propriété majoritaire de Logistique Beaumont. Je me souviens de ce qu'il m'avait dit lors de notre dernière réunion à New York, personne ne prend une jeune femme au sérieux, même si elle porte le nom de Beaumont. Alors ne te bats pas pour l'attention. Laisse-les te sous-estimer. Ensuite, utilise cela pour les emmener là où ils ne t'ont jamais vu venir. J'ai suivi son conseil. Lorsqu'Antoine postula pour le poste de CO dans une entreprise de logistique en herbe, c'est moi qui ai approuvé son dossier. Par l'intermédiaire d'une société écran, j'ai fourni le capital principal. Grâce à un réseau de fonds, je l'ai nommé PDG. 3 ans plus tard, Antoine ne le remit jamais en question, trop occupé à exhiber ses soi-disant compétences commerciales pour se demander pourquoi les portes s'ouvraient si facilement pour lui. Et moi, l'épouse silencieuse à ses côtés, je savais exactement quel jeu je jouais. Je m'assis dans le fauteuil en cuir de mon bureau sans nom. Sur le mur était accroché un tableau abstrait au fusain avec un coffre-fort mural caché en dessous. Je l'ouvris. À l'intérieur se trouvait l'acte de transfert original de Logistique Beaumont, estampillé du sceau rouge de sa société mère, Holding Capital Beaumont, nommant l'unique propriétaire comme Alexis Beaumont-Perrier. Pas Antoine, pas le conseil d'administration. Je photographiais tous les documents, puis les envoyais à Ruben avec un court message, activez la phase 2. À lundi à la réunion du conseil. L'écran de l'ordinateur s'illumina alors que j'ouvrais le fichier de présentation qu'Antoine avait préparé pour l'annonce de la restructuration à venir. Il prévoyait de licencier des dizaines d'employés de longue date qui étaient avec mon père depuis le début. J'ai tout réécrit. Dès demain matin, la version mise à jour serait entre les mains de chaque actionnaire, avec le nom du locuteur changé à la première ligne, PDG par intérim, Alexis Beaumont-Perrier. Je fermai l'ordinateur portable. Dans le miroir en face de moi, je vis un reflet différent. Non pas l'épouse silencieuse derrière un homme, mais la femme qu'il n'avait jamais vraiment comprise. Ce soir, Antoine pensait m'avoir humilié devant toute la ville, mais il ne savait pas que je n'étais jamais derrière lui. J'avais choisi de rester dans l'ombre jusqu'à ce que la lumière m'appartienne. Le lendemain matin, à 7h30 précise, je pénétrai dans le bureau du 44e étage avec un sentiment qui n'était pas la peur, mais une concentration absolue. Le protocole Artemis avait toujours été théorique, un plan d'urgence créé il y a 12 ans lors de longues nuits avec mon père. Comme il le disait, si tu détiens vraiment les rênes, tu dois être prête pour le jour où quelqu'un de tes plus proches te trahit. Je n'aurais jamais pensé que cette personne serait Antoine, mais c'est précisément pourquoi le plan avait toujours été prêt. Le verrouillage du système nécessitait 3 niveaux d'authentification, empreinte digitale, reconnaissance faciale et un code d'accès unique stocké hors ligne sur une clé USB que j'avais portée autour de mon cou pendant des années. Après le balayage final, je tapais 3 lignes de code. Un message apparut à l'écran, accès à tous les tableaux de bord administratifs sous l'autorité du PDG uniquement. À ce moment-là, Nina entra, tenant une tablette affichant des mises à jour en temps réel. Antoine vient d'essayer de se connecter depuis un appareil au bureau de Boulogne. Accès refusé. Je hochai légèrement la tête. Pas besoin de mots. La phase 1 était terminée. Phase 2, révéler les preuves. Depuis l'année dernière, j'avais soupçonné des irrégularités financières dans 2 projets de transport fédéraux gérés par Hélène. J'avais prévenu Antoine, mais il l'avait balayé d'un revers de main. Maintenant, je comprenais, ce n'était pas de la négligence. Il était de mèche. J'ouvris le dossier que Nina avait compilé au cours des 3 derniers mois, plus de 90 courriels détaillant le blanchiment d'argent par le biais de faux contrats, 6 enregistrements audio de Hélène négociant des pots de vin, et surtout, 3 documents numériques portant la signature d'Antoine. J'imprimai les copies physiques, les scellai dans un dossier rouge confidentiel et appelai Ruben. Vous livrerez ceci à chaque membre du conseil dans les 2 heures, en personne. Pas de mail. Compris, répondit-il, sans poser de questions. À 10 heures, Antoine avait appelé 8 fois. Je ne répondis à aucun appel. Il laissa un message vocal, Alexis, hier soir, c'était un malentendu. Tu es en train de tout faire exploser. Arrête avant que ça n'aille trop loin. Puis un message d'Hélène suivit, tu penses que tu es en train de gagner, mais je ne suis pas le genre de femme qu'on peut simplement écarter. N'oublie pas que tu n'étais qu'une épouse. Je suis l'avenir. Je ne répondis pas. Je transmis les 2 messages à Ruben, ajoutant, classez-les comme pièces justificatives. Cela pourrait être utile s'il dépose une plainte. Cet après-midi-là, j'entrai dans la réunion d'urgence du conseil d'administration, où Antoine pensait qu'il allait dévoiler son plan d'expansion sur le marché asiatique.
Il entra dans la salle de conférence avec son assurance habituelle, mais se figea en me voyant à la tête de la table, des dossiers rouges déjà disposés devant chaque chaise. « Alexis. » Antoine fronça les sourcils. « Que faites-vous ici ?» Le directeur financier se tourna vers lui, le ton neutre. « Madame Perrier a convoqué cette réunion. Conformément aux termes de la propriété exécutive principale, elle en a le droit. » Antoine balbutia, puis me regarda avec un sourire forcé. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous préparez un coup d'État ?» Je ne répondis pas. J'ouvris mon dossier et le fis glisser vers Monsieur Dubois, le président. « Veuillez vous reporter à la page 13. Vous y trouverez la documentation audio complète et les analyses financières. » Personne ne parla pendant 5 minutes, juste le son des pages qui tournaient et la tension grandissante. Hélène n'était pas présente, mais son nom apparaissait dans chaque document. Finalement, Monsieur Dubois s'éclaircit la gorge et regarda Antoine. « Monsieur Lefebvre, nous aurons besoin d'une explication écrite formelle dans les 24 heures. » Antoine se tenait là, le visage pâle. Il me regarda mais n'osa pas prononcer mon nom. Je me levai et ramassai mes dossiers. Cette réunion est levée. J'ai un emploi du temps chargé la semaine prochaine. En tant que PDG par intérim de Logistique Beaumont, je recommande de commencer un audit complet de tous les contrats des 6 derniers mois. Je sortis en entendant les murmures derrière moi, que vient-il de se passer ? Qui est-elle vraiment ? Et ce n'était que le début. 3 semaines après avoir activé le protocole Artemis, la réunion annuelle des actionnaires de Logistique Beaumont eut lieu au Grand Hôtel de la Paix, au 37e étage, le même lieu où le portrait d'Antoine était autrefois accroché, étiqueté, fondateur et jeune PDG acclamé. Aujourd'hui, ce portrait avait disparu. J'arrivais 15 minutes avant l'ouverture. Un simple costume gris, une queue de cheval basse, pas de maquillage épais, mais mon regard avait changé. Non plus l'épouse derrière un traître. Maintenant, la femme qui reprenait ce qui avait toujours été le sien. La salle principale brillait sous les lustres et les caméras de diffusion interne. Plus de 80 actionnaires remplissaient les rangées. La plupart d'entre eux des personnes qui n'avaient jamais su qui j'étais, ou qui avaient autrefois supposé que je n'étais qu'une épouse. À 9 heures précises, Antoine monta sur l'estrade. Les yeux cernés, le visage creusé, mais essayant toujours de stabiliser sa voix. Bonjour à tous. Merci d'être ici aujourd'hui. Je sais qu'il y a eu des malentendus et des perturbations internes récemment, mais je suis ici pour réaffirmer mon leadership et l'orientation future de Beaumont. Quelques applaudissements polis résonnèrent, principalement de la part de petits actionnaires qui n'avaient pas encore pris connaissance des nouvelles. Je ne me levai pas immédiatement. J'attendis qu'Antoine ait fini de présenter son rapport financier falsifié, plein de graphiques colorés masquant une perte de 3,8 millions de dollars du projet régional du Centre-Est. Juste au moment où il s'apprêtait à passer aux stratégies de restructuration, je montai sur scène, calme, sans avoir besoin d'introduction. Si je peux me permettre d'interrompre. Antoine se figea. Alexis, ce n'est pas le moment. Je suis Alexis Beaumont-Perrier, dis-je clairement dans le microphone. Propriétaire légal de 64,3% de Logistique Beaumont. Le silence tomba dans la pièce. Antoine balbutia, « Quoi, de quoi parlez-vous » Je fis un signe de tête au technicien près du projecteur. Le gigantesque écran LED s'alluma, affichant l'organigramme juridique de l'entreprise. Niveau de propriété, Société Immobilière Beaumont. Présidente, Alexis Beaumont-Perrier. Niveau exécutif, Antoine Perrier, PDG par intérim, précédemment suspendu. Une vague de murmures traversa la pièce. Je continuai, Antoine Perrier a été nommé PDG il y a 14 ans en vertu d'un accord de gestion d'actifs familiaux, avec des pouvoirs strictement limités par des clauses de protection du patrimoine. Il n'a jamais été autorisé à transférer des actions, à approuver des projets de plus de 500 000 $ ou à nommer du personnel senior sans mon consentement écrit. Je me tournai vers le conseil. J'ai des preuves suffisantes que ces clauses ont été violées à plusieurs reprises au cours des 3 dernières années. Un membre plus âgé du conseil prit la parole. Nous n'avons jamais été informés que vous étiez derrière toute la structure. Je n'ai jamais eu besoin d'un titre, répondis-je. J'avais besoin de sécurité, jusqu'à ce que la sécurité n'existe plus. Je cliquai sur la diapositive suivante. L'écran passa à une série de courriels, des échanges codés entre Antoine et Victoire Delacroix. Victoire n'était pas dans la pièce, mais son image était d'une clarté cristalline, vêtue d'une robe rouge foncé, participant à une fête à Marseille,
tenant une coupe de champagne et souriant en agitant une clé USB contenant des fichiers de projet internes. Je fis une pause pour laisser le public assimiler l'image, puis je parlais. C'était une assistante de projet de niveau intermédiaire, sans autorisation pour les documents classifiés, et pourtant elle a obtenu des données complètes sur la route logistique Nord-Sud, volé des informations clients et les a divulguées à nos concurrents, Compagnie maritime de la Croix du Sud, où elle occupe désormais le poste de CCO nouvellement nommé. Le visage d'Antoine devint pâle. Certains actionnaires se levèrent. L'un d'eux dit à voix haute, « Vous appelez ça une restructuration, Antoine ?» Je conclus, en tant que propriétaire légal et dirigeante par intérim autorisée par le Conseil, je demande par la présente la suspension immédiate de tous les pouvoirs exécutifs détenus par Antoine Perrier et le lancement d'une enquête légale indépendante avec le soutien du cabinet d'avocats Duval et Associés. Je regardais directement la caméra de diffusion interne. Et si Victoire Delacroix regarde cette session, je n'ai qu'une chose à dire, la réputation peut être repeinte, mais la vérité finira par éclater. Des applaudissements éclatèrent, non pas de célébration, mais de choc. Antoine baissa la tête, les poings serrés. Il n'avait plus rien à dire. Je descendis de la scène. Pas besoin de regarder en arrière. Dans les 24 heures suivant la réunion des actionnaires, une déclaration interne a été publiée par le Conseil. Antoine Perrier a été suspendu de son poste de PDG. Victoire Delacroix faisait l'objet d'une enquête pour faute éthique et violation de données d'entreprise. Tout s'est déroulé rapidement, presque impitoyablement, mais personne n'a pu affirmer que c'était injuste. Antoine a été sommé de quitter les lieux dans les 4 heures. Il a quitté le siège de Logistique Beaumont sous les regards indifférents des employés qui le flattaient auparavant. Son badge d'accès a été désactivé. Tous les comptes de système interne, du courrier électronique au portail d'approbation, avaient été verrouillés par le protocole Artemis. Je me souviens encore de l'image d'Antoine dans le hall, appelant furieusement, pour n'obtenir aucune réponse, aucun assistant, aucun avocat, aucune victoire à ses côtés. La BMW noire qu'il conduisait depuis 10 ans. Propriété de l'entreprise. Le Pantouz aux résidences du parc. Enregistré au nom de Société Immobilière Beaumont sous contrôle fiduciaire. Ses comptes de dépenses personnelles. Déjà sécurisés derrière des protocoles d'authentification double qu'il n'avait jamais pris la peine d'apprendre, pensant qu'il était trop malin pour être pris. Le même jour, Duval et Associés ont officiellement soumis une requête pour geler tous les avoirs détenus au nom d'Antoine pendant 60 jours afin de soutenir l'enquête sur la manipulation financière délibérée. Ses comptes personnels ont été gelés. Les cartes de crédit ont été refusées. La montre Patek Philippe qu'il exhibait lors des conférences a été demandée pour être restituée, achetée avec des fonds de l'entreprise sans approbation. Quant à Victoire, sa chute fut plus discrète mais bien plus toxique. Elle a disparu des réseaux sociaux juste après la réunion. Mais 2 jours plus tard, le système interne de Compagnie maritime de la Croix du Sud, où elle venait d'assumer le rôle de CCO, a publié un avis de licenciement citant une violation imprévue de la confidentialité. Ils n'ont pas attendu un verdict. 3 fils de courriel et un seul clip de surveillance de bureau ont suffi à révéler son vrai visage à toute l'industrie. Dans la logistique et le transport, la réputation ne s'achète pas avec du rouge à lèvres ou une robe moulante. Victoire a été mise sur liste noire par toutes les grandes associations de l'industrie. Les invitations à des panels ont disparu. Les contrats avec des tiers qu'elle avait l'habitude de négocier ont été annulés sans hésitation. Plus de titres, plus de revenus, et plus de rêves de jeunes PDG dont elle se vantait dans cette interview locale de Forbes il y a 3 mois. Je ne les ai pas suivis de près. C'est quelqu'un que je connais dans le service juridique des entreprises qui m'a envoyé une photo de Victoire traînant une valise hors d'un service après-vente dans le quartier de la Bourse à Paris après que sa carte ait été refusée. Il pensait détenir tout le pouvoir, que je resterais silencieuse pour toujours, qu'une femme dans l'ombre n'aurait jamais le courage de se manifester. Antoine a essayé de me contacter 2 fois. Une fois par email, une fois par lettre. Les 2 ont été retournés. Il a même essayé d'appeler ma mère, mais elle n'a répondu qu'une seule phrase, « Elle ne vous doit rien, et il n'y a plus rien à dire ». Je n'ai pas célébré leur chute, mais je ne les ai pas plaints non plus. Ce que Antoine et Victoire ont troqué pour quelques années de gloire éphémère, c'était leur dignité et leur confiance. Une fois que vous perdez cela, tout le reste n'est que fumée. Le lundi matin à 8h30, je suis entré au siège de Logistique Beaumont pour la première fois en tant que ce que je n'avais jamais publiquement revendiqué être, PDG et propriétaire légal de Holding Beaumont. Non plus l'ombre d'Antoine, non plus l'épouse douce à table, avalant silencieusement les insultes. Je suis entré dans le hall dans un tailleur couleur ivoire, les cheveux tirés en arrière,
mon expression si posée qu'elle fit même hésiter ceux qui connaissaient la vérité. Le chef de la communication, celui qui avait autrefois divulgué des fichiers internes à Victoire, baissa la tête au moment où il me vit. Le responsable comptable, qui avait permis à Antoine d'utiliser les fonds de l'entreprise pour des dépenses personnelles, balbutia pour me saluer comme s'il faisait face à un auditeur. Je ne souris pas. Je n'acquiesçais pas. Je marchais droit devant moi. 30 minutes plus tard, dans la salle de conférence du 15e étage, l'annonce officielle fut diffusée en direct à toutes les succursales du pays. Je me tins au podium et regardai droit dans la caméra. Bonjour. Je suis Alexis Perrier, et c'est peut-être la première fois que vous entendez mon nom en tant que leader, mais la vérité est que je dirige Holding Beaumont depuis 14 ans sous le nom interne d'Artemis Trust. Pas d'applaudissements, personne n'osa parler, mais sur les 15 personnes présentes dans la pièce, pas une seule ne détourna le regard. Je continuai, ma voix posée, je suis resté silencieuse pour protéger la stabilité. Mais ce qui vient de se passer prouve que le silence ne fait que renforcer les mauvaises personnes. À partir d'aujourd'hui, Beaumont entre dans une nouvelle ère. Je pressai la télécommande. L'écran derrière moi s'illumina avec un nouveau logo, une fusion du symbole d'Artemis Trust et de Winston Mondial. J'annonçai officiellement, Holding Beaumont fusionne avec Winston Mondial, autrefois le rival le plus féroce d'Antoine Perrier. Une vague de murmures se répandit dans la salle. Je savais pourquoi Antoine avait bloqué toutes les tentatives passées de collaboration avec Winston Mondial, mais c'était de l'histoire ancienne. À l'époque, Antoine avait encore un titre. Maintenant, il n'avait même plus l'autorisation d'entrer dans le bâtiment. Je levai les yeux. Cette fusion ne concerne pas seulement la finance. Elle concerne la philosophie de leadership. Nous choisissons la transparence. Nous choisissons l'efficacité plutôt que le favoritisme. Et nous choisissons le talent plutôt que les relations. Cette dernière phrase fit taire quelques visages en bas. Ils savaient exactement ce que cela signifiait. 2 heures plus tard, je signai 3 ordres de personnel de niveau senior. 2 employés furent suspendus en attendant une enquête pour malhonnêteté. Un fut licencié pour avoir manipulé des rapports financiers afin de s'attirer les faveurs d'Antoine. Pas de préavis, pas de réunion avec les RH, pas de script. Oh, merci pour votre service. J'ai envoyé un seul message à travers tout le système, l'ère Antoine et Victoire est terminée. Le même après-midi, je tins une réunion à huis clos avec l'équipe de Winston Mondial à l'hôtel Hilton, rejointe par notre partenaire financier venu de Londres. L'objectif, finaliser un investissement de 200 millions de dollars pour restructurer notre chaîne d'approvisionnement durable pour l'année à venir. L'ironie, c'était la proposition exacte que j'avais soumise à Antoine il y a 2 ans, celle qu'il avait jetée à la poubelle avec le commentaire « Les femmes ne comprennent rien à la logistique ». Aujourd'hui, je signais cet accord en mon nom propre. Moi. La femme autrefois considérée comme un simple décor à côté du PDG était maintenant la plus haute dirigeante de l'une des plus grandes entreprises de logistique de la côte Est. En sortant de la salle de réunion, une jeune employée de Winston s'approcha de moi, hésitante. « Alexis, j'ai lu votre dossier. Je voulais juste vous dire merci de ne plus rester silencieuse. » Je lui fis un petit signe de tête et cette fois, je souris. Non pas par victoire, mais parce que je savais que je ne me battais pas seulement pour moi-même. J'avais ouvert la porte à beaucoup d'autres qui avaient été ignorés, qui avaient été appelés le soutien. Et je ne m'arrêtais pas là. 1 mois après l'annonce de la fusion, je suis retourné à l'ancien bâtiment de la rue Lafayette, autrefois le bureau privé de mon père, Georges Perrier. La pièce du 3e étage conservait encore son architecture classique, plafond lambrissé, fenêtres encadrées de noir et bibliothèque en cuir tout droit sortie des années 1960 américaines. Tout à l'intérieur était resté intact, comme si personne n'avait osé le déranger depuis 15 ans. Pas d'écran technologique, pas de tableaux intelligents. Mais il y avait une chose dont je me souvenais clairement, le tiroir gauche de son bureau. Je l'ouvris, et là, il y avait la vieille boîte en bois enveloppée de velours bleu, immobile comme si elle avait attendu. J'en sortis la bague en argent gravée du blason original de Beaumont, un souvenir transmis par mon grand-père. En dessous se trouvait une Rolex en acier, pas d'un prix extravagant, mais le dernier cadeau que mon père m'avait fait avant de mourir dans un accident qui, je crois encore, n'était pas entièrement fortuit. J'enfilai la bague à ma main droite, regardant la lumière accrocher la pierre terne. Un flot de vieux souvenirs me submergea des jours où je m'asseyais sur les genoux de mon père alors qu'il m'expliquait comment un simple contrat pouvait façonner le destin d'une entreprise entière. Cet après-midi-là, je tins une conférence de presse privée dans cette même pièce. Pas de logo voyant,
pas de décor élaboré, juste moi, debout devant la caméra. J'ai autrefois caché ma véritable identité pour protéger l'héritage que mon père m'a laissé. Mais à partir d'aujourd'hui, je n'aurai plus à me cacher. Je levai la main, la bague en argent captant la lumière dorée du crépuscule, et dis clairement, en tant qu'héritière légitime, je restaure par la présente le bureau historique Beaumont, le siège original fondé par Georges Perrier en 1972. Des vétérans de l'industrie, autrefois rivaux, s'inclinèrent en reconnaissance. Les médias financiers mondiaux commencèrent à m'appeler la fille silencieuse qui a reconquis une dynastie. Mais je savais que reconquérir un héritage ne suffisait pas. Je ne pouvais pas répéter le passé. Je devais construire quelque chose pour l'avenir. Quelques semaines plus tard, j'ai restructuré la Fondation Beaumont, qui n'était auparavant qu'un fonds de bourse sous Antoine, en une puissante plateforme axée sur le développement et le soutien des jeunes femmes dans le leadership d'entreprise et la finance. La première initiative fut baptisée le programme Athéna, une série de formations au leadership conçue spécifiquement pour les jeunes filles issues de communautés minoritaires à travers la région des Hauts-de-France. J'ai personnellement sélectionné les 30 premières participantes. Pas de moyenne pondérée, pas de lettre de recommandation requise, juste une vidéo auto-enregistrée expliquant pourquoi elle pensait mériter cet investissement. Un clip me figea, une jeune fille à la peau brune, la voix tremblante, se tenait dans un garage usé dans les Hauts-de-France et disait « Je veux juste une chance de prouver que les femmes ne sont pas nées pour être des personnages de fond. » Je l'ai appelée le soir même. Lors du lancement du programme, je l'ai invitée à prendre la parole à mes côtés. Un message à une industrie encore criblée de préjugés, les femmes n'attendent pas d'être choisies. Elles construisent le chemin pour que les autres n'aient pas à attendre. Dans la presse, je suis devenu le nouveau modèle, une PDG qui a reconstruit un héritage et forgé un avenir avec une force tranquille. Les gens me demandaient si je prévoyais de me remarier. Je me contentais de sourire et de dire, je viens de me remarier avec moi-même, et cette relation mérite la priorité. Peu après, j'ai été invité à être la conférencière principale de la conférence des femmes leaders du Capitole à New York. Juste avant de monter sur scène, une organisatrice m'a demandé comment je souhaitais être présentée. J'ai fait une pause de quelques secondes, puis j'ai répondu doucement, appelez-moi Alexis Perrier. La jeune fille autrefois effacée de la toile est maintenant celle qui tient le pinceau pour peindre toute la scène. Le voyage d'une nouvelle Alexis Perrier est un puissant rappel que le silence n'est pas synonyme de faiblesse. Trahie, rejetée et poussée hors de l'empire portant le nom de sa propre famille, elle n'a pas cherché une vengeance bruyante. Au lieu de cela, elle a tranquillement rassemblé la vérité et préparé chaque étape pour reprendre sa place légitime. Dans la vie réelle, ceux qui sont sous-estimés sont souvent ceux qui détiennent la clé du vrai changement. Et quand ils se lèvent, ils ne se contentent pas d'exiger justice, ils redéfinissent ce que signifie réellement le pouvoir et la résilience. Quelles sont vos réflexions sur le parcours d'Alexis et le destin de ceux qui l'ont trahi ? Partagez votre perspective ci-dessous. Et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour plus d'histoires familiales puissantes et émouvantes à venir.